Rebonsoir, et on prolonge ce documentaire ce soir dans Droit de Suite pour s'interroger sur la limite à se fixer désormais concernant la procréation médicalement assistée, tellement les progrès de la science apparaissent significatifs aujourd'hui dans ce domaine, à en juger par le documentaire que nous venons de voir. J'accueille tout d'abord celle qui a réalisé ce film, Véronique Préau, bonsoir. Vous vouliez être astronaute ou journaliste ? Eh bien, finalement, vous êtes réalisatrice et auteure. Vous aimez les univers scientifiques, on vient de le voir, évidemment, avec ce documentaire, mais aussi les milieux industriels, les grands lieux du patrimoine. Voilà des sujets qui vous inspirent. Et nous allons donc reparler avec vous de ce Tous enceintes que nous venons de voir à l'instant. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de ce film. Jean-Louis Touraine est à vos côtés. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche du Rhône, vous êtes aussi un très réputé professeur de médecine, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, et vous êtes particulièrement attentif au sujet bioéthique qui sera celui qui nous concerne ce soir. Merci à vous aussi d'avoir accepté cette invitation. Ludovine Delarochère est également avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du collectif La Manif pour tous, qui a survécu à la loi du mariage pour tous, la loi Taubira de 2013. Vous êtes, ce collectif en tout cas, est opposé à la PMA. Vous êtes aussi également opposé à la gestation pour autrui. À la PMA en l'absence de père et en effet à la GPA. Et à la GPA également. Merci à vous aussi d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Et puis enfin avec nous, Martine Grosse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez été souvent auditionné par diverses missions parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat également, pour diverses missions parlementaires sur le droit de la famille et des enfants, la révision des lois bioéthiques aussi, et consulté également concernant cette fameuse loi autorisant le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Véronique Préau, quel documentaire. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressée d'aussi près à la PMA et à la révolution en matière de PMA, parce que vous allez très loin dans ce documentaire. Alors c'est tout à fait particulier et c'est regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Ce que vous avez vu se fait donc de manière très rare. Il y a eu 8 naissances de bébés en Suède suite à des greffes d'utérus, une naissance aux États-Unis, une autre est attendue, une au Brésil. Et en France, donc Limoges et l'hôpital Foch à Suresnes se préparent à mettre en place des protocoles de greffe d'utérus. Les protocoles ont été acceptés, il y a eu des demandes d'autorisation dans plein d'organismes. Il y a des candidats, on l'a vu dans ce documentaire, il y a des candidats, bien sûr. Ça c'est sûr, il y a énormément de candidates. Et si vous voulez, pour répondre à votre question, c'est un petit peu ça, en traînant entre guillemets dans les services de procréation médicalement assistée, parce que j'ai toujours été accueillie vraiment de manière les bras ouverts par tous ces services qui travaillent dans une transparence importante. Ça m'a beaucoup touchée et intéressée. J'ai croisé des femmes qui étaient les laissées pour compte de systèmes qui existent, parce que les PMA s'occupent de certaines personnes, et les femmes que j'ai croisées qui étaient nées sans utérus, qui étaient extrêmement nombreuses, 4000, et celles qui n'avaient plus d'utérus parce qu'il y avait eu des hémorragies de la délivrance ou suite à des cancers, il y en a beaucoup, ces femmes-là se sentaient laissées pour compte. Et donc des médecins ont écouté leur demande. Il faut savoir que la greffe d'utérus, c'est quelque chose qui était discuté, pensé bien avant, il y a 30 au moment de la PMA. Donc c'est quelque chose qui existait depuis le début, mais comme la demande était supérieure sur les autres requêtes, eh bien c'est la PMA plus classique qu'on connaît, la FIV, etc., qui s'est développée. Alors ce documentaire a été tourné maintenant il y a 2 ans, et vous l'avez précisé, donc en France il n'y a pas eu de greffe d'utérus à ce jour de réaliser, et donc par définition pas d'enfants nés suite à la greffe d'utérus. Non, les choses c'est important à préciser après avoir vu ce documentaire. Oui, mais les choses ont bien avancé. Du côté du CHU de Limoges, alors, à Limoges, du côté de l'hôpital Foch, mais ce n'est pas encore le cas. 5 couples sont prêts. Donc ça veut dire que ils ont préparé leurs embryons, les fécondations in vitro ont eu lieu, ils attendent la possibilité d'une greffe sur une personne défunte. Et à l'hôpital Foch, le protocole a été accepté sur donneuse vivante. Alors le sujet est plus que jamais d'actualité, et même si vous nous envoyez très loin avec cette phrase clé, moi j'ai trouvé de ce documentaire, c'est-à-dire la science propose et puis finalement la société civile, le pouvoir politique dispose. Ça c'est important, c'est une des phrases clés de ce documentaire aussi. Jean-Louis Touraine, je me tourne vers vous, c'est assez logique pour savoir ce que nous propose la loi, ce que nous dit la loi aujourd'hui concernant la PMA. À quoi
A-t-on droit en France aujourd'hui concernant la PMA pour les couples concernés? La procréation médicalement assistée, PMA, couvre tous les moyens où l'intervention des médecins permet d'avoir une procréation alors qu'il y a des obstacles. Obstacles physiques, obstacles de stérilité d'un type ou d'un autre, ou obstacles parce qu'il n'y a pas un couple d'hommes et de femmes susceptibles de procréer. Donc la loi, pour l'instant, en France, est assez restrictive, puisqu'elle ne permet la PMA que lorsqu'il y a un couple, homme-femme, et qu'il y a une stérilité dûment constatée par les médecins, et que c'est la seule façon pour le couple d'avoir des enfants. Ceci suscite un grand nombre de questions, déjà résolues dans plusieurs pays étrangers, discutées ailleurs, et qui est de savoir jusqu'où il est important d'étendre cette possibilité, parce qu'une femme seule ou un couple de femmes homosexuelles, évidemment, ne peuvent pas, sans aide médicale, procréer. Et alors, pour les couples autorisés à le faire, que vous avez assez bien défini, d'un point de vue technique, donc ça se passe soit par insémination, fécondation in vitro ou transfert d'embryons congelés aujourd'hui en France. Tout à fait. Ce sont les trois techniques utilisées aujourd'hui en France. Tout à fait. Mais là encore, il peut y avoir, dans certains cas, intervention médicale plus complexe. Par exemple, quand il y a des implantations d'embryons, là encore, c'est seulement quand il y a, pour l'instant, un couple hétérosexuel, et dans les cas où il y a des risques de maladies transmissibles connus dans cette famille, maladies génétiques, il peut y avoir l'analyse des embryons pour n'implanter que des embryons sains et avoir donc le diagnostic préimplantatoire qui exclut le risque de maladie chez l'enfant à naître. Je vous propose de regarder un premier extrait de ce documentaire. Il s'agit d'une femme qui a perdu son utérus suite à un accident et qui souhaite porter un enfant et donc qui est candidate à une greffe de l'utérus. On regarde. J'ai la sensation vraiment de pas avoir fini de grandir en fait. Comme si le fait qu'il me manque cet utérus ne pouvait pas combler ce portrait de vraie femme. Voilà. Alors qu'à côté de ça, je peux être une vraie femme, mais je me sens incomplète. En fait, il me manque un truc, quoi. Mélanie, quand elle m'a expliqué vraiment le truc, là, on commence à réfléchir, mais je pense que j'étais un peu trop jeune encore. Donc je me suis pas dit, voilà, c'est pas grave, pas d'enfant. J'étais pas tout de suite, je voulais un enfant, quoi. Donc j'ai dit, on verra bien. Et après, au fur des années, c'est là qu'on commence à se rendre compte de toutes les étapes, tout ce qui se passe. Et là on se dit, je pense qu'il y en a plus d'un qui aura lâché. Et plus d'un copain m'a déjà dit, pourquoi tu es resté avec elle, t'es vraiment courageux. Je fais non, c'est pas du courage, c'est de l'amour. Ludovine de la Rochère, c'est formidable ça, c'est de l'amour finalement, cette volonté aussi de porter un enfant. Bien sûr, le désir d'enfant, il est infiniment légitime et infiniment compréhensible et magnifique. C'est donner la vie avec la personne qu'on aime, c'est merveilleux. Alors cela étant dit, le documentaire pose des questions extrêmement intéressantes. La science peut être merveilleuse, mais elle peut avoir une face sombre. Je veux dire, je ne parle pas de la greffe d'utérus en disant cela, bien sûr. Je veux simplement dire que le nucléaire, par exemple, d'un côté peut donner la lumière et la chaleur, mais de l'autre côté peut donner l'explosion de bombes nucléaires. Et c'est là où, comme il est dit dans le film, la science nous donne des possibilités. Est-ce qu'il faut y réfléchir et y réfléchir à court terme, à moyen et long terme, pardon. Et l'intérêt de ce documentaire immense, c'est qu'il montre toutes ces phases et ces possibilités successives qui vont arriver, qui vont se développer éventuellement, etc. Et donc il pose les questions qui sont les nôtres. Alors si la Manif pour tous avait dit réfléchissons bien, il y a le mariage. Le mariage, c'est pour fonder une famille. Après, il y a la PMA et la GPA. On nous a beaucoup dit, mais non, jamais de la vie, absolument pas. PMA sans père, jamais. Pratique des mères porteuses, on l'envisagera jamais. Ou l'extension du droit à la PMA, puisqu'on a bien vu qu'aujourd'hui, il y a une autorisation à la PMA dans certains cas. Tous les couples, et d'ailleurs, ce que vous soulignez est très intéressant. On va y venir, d'ailleurs. Les mots de M. Touraine étaient très intéressants. M. Touraine disait, ce n'est ouvert que aux couples hommes-femmes. Moi, je précise, à tous les couples hommes-femmes souffrant d'une pathologie de la fertilité, souffrant d'un problème médical. Il y a un constat médical et ils doivent être en âge de procréer. Voilà. Il n'y a pas l'orientation sexuelle, comme j'entendais tout à l'heure, n'est pas un critère. On ne demande pas au couple est-ce que vous êtes bisexuel ou autre. A priori, en effet, le couple homme-femme est plutôt hétérosexuel, mais
ça n'entre pas, et ça n'est pas inscrit dans la loi, ça n'entre pas dans le formulaire, si je puis dire, de candidature. On est sur le médical aujourd'hui. Et la question qui se pose, c'est de savoir si on va passer de l'utilisation de la médecine à des fins médicales et de traitement d'une pathologie, d'une difficulté médicale, à éventuellement l'utilisation de la médecine à d'autres fins qui ne sont plus de l'ordre. Qui ne sont plus de l'ordre de médical. C'est ça aussi la question qui est posée par les débats actuels. Et la question se pose d'autant plus qu'aujourd'hui on nous promet une extension de la PMA. C'est en tout cas la volonté du chef de l'État. Il l'a exprimé durant sa campagne présidentielle. Donc Emmanuel Macron, il s'agirait cette fois de mettre fin donc à l'interdiction de la PMA concernant les couples de femmes et concernant aussi les femmes seules. Oui, c'est ce dont je parlais. Oui. Sortir du médical pour les femmes seules ou les femmes en couple de femmes, tout à fait. Oui. Ça c'est sociologiquement. Là, je m'adresse à la sociologue. On est dans la logique des choses. Je disais aujourd'hui que la société civile disposait, d'une certaine manière, à sa manière, sur ces sujets. On est dans la logique des choses, dans une certaine logique de l'évolution des choses après le mariage pour tous, justement. Je voudrais signaler qu'au moment des débats autour de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, la PMA a fait l'objet d'un débat. Il en était déjà question. À aucun moment on a dit le mariage, mais surtout pas la PMA n'aura pas lieu, on n'en parlera pas. Si, on en a parlé, mais finalement, le gouvernement, les parlementaires n'ont pas jugé bon d'ouvrir à ce moment-là la PMA. Les mobilisations massives ont retardé. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que malgré ces mobilisations massives, la société française a évolué. Et encore, elle a évolué. C'est pas tout récent. Ça fait quelques années maintenant que plus de 50% des Français sont favorables à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que le mariage ouvert aux couples de même sexe a permis aussi l'adoption par les couples de même sexe, ce qui veut dire qu'avoir deux mères ou avoir deux pères, c'est déjà quelque chose qui est dans la loi. Et que ce n'est pas tellement l'adoption par un couple de même sexe qui est la pratique la plus courante parmi les personnes qui veulent fonder une famille homoparentale. La pratique la plus courante, c'est d'avoir recours à la PMA à l'étranger, puisque en France, ce n'est pas autorisé. Et puis ensuite, la compagne de celle qui a porté l'enfant et qui l'a mis au monde se marie avec sa conjointe et adopte l'enfant de sa conjointe. Donc, je veux juste finir, ça veut dire que, quelque part, la loi telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle existe aujourd'hui, dit aux couples de femmes, vous pouvez être deux mères, via le mariage et l'adoption intraconjugale, à condition d'avoir conçu votre enfant ailleurs. Et en fait, vous vous appuyez donc bien sur la loi Taubira, qui permet effectivement d'adopter un enfant quand on est deux hommes ou deux femmes. Vous vous appuyez bien sur la loi Taubira et qui permet autrement d'aller faire une PMA à l'étranger, de revenir et de faire adopter l'enfant par la conjointe. Et c'est vrai que le débat s'était ouvert en même temps et c'est logique. C'est assez logique, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, c'est logique. Et on nous a beaucoup dit, la manif pour tous, vous exagérez, etc. Mais c'est logique. Et quant au sondage, pardonnez-moi, prenons bien les deux derniers sondages IFOP. Il y en a un qui dit, si on pose la question de l'égalité avec la PMA ouverte aux femmes, y compris femmes seules et lesbiennes, donc en l'absence de père, en effet, vous avez raison, 60% des Français disent dans ce sondage, d'accord. Mais si on pose, et l'IFOP, donc même institut, pose la question aux Français, l'État doit-il garantir à l'enfant né par PMA le droit d'avoir un père et une mère, 64% des Français répondent oui. Donc c'est pas si simple, ça dépend du focus, l'enfant ou l'adulte. Et vous faites référence à un sondage IFOP, effectivement, très récemment réalisé, publié chez le confrère de La Croix, dans le cadre de l'ouverture, finalement, de ces états généraux de la bioéthique, où s'installe à nouveau ce débat dans le paysage français. Oui. Vous y êtes favorable à cette extension de la PMA, j'imagine, en tant que professeur de médecine, député de La République En Marche? Vous aviez raison de dire que la société a considérablement évolué en l'espace de quelques décennies. Songez qu'aujourd'hui, 70% des enfants sont conçus hors mariage. Donc il faut tenir compte d'une réalité. Un peu plus de la majorité. Une réalité qui est qu'il y a des familles de compositions diverses. Vous êtes d'accord pour dire que c'est la loi Taubira, le mariage pour tous, qui est véritable marqueur aujourd'hui sur cette question et qui a fait évoluer cette question de fait?
Ça a été une des étapes. Ça a été une des étapes. Mais la question a été posée déjà par, je me souviens bien de cet ami Bob Edwards, qui est le premier à avoir fait des fécondations in vitro. Un Écossais qui est décédé il y a peu et qui a vraiment fait cette avancée considérable de faire les fivettes. Peu de temps après, il y en a eu également en France. Dès le début, il a posé la question éthique, et dès le début, il a dit mais maintenant, ça va être possible de faire implanter des embryons dans l'utérus de femmes qui vivent en couple homosexuel. Il faut se poser cette question. Sa réponse a été il faut d'emblée, il disait, dire oui, parce qu'il n'y a aucun saut de bioéthique par rapport au passé. On a déjà accepté l'utilisation de sperme, on accepte que des gens puissent vivre en couple dans certains pays. Donc il n'y a pas de révolution éthique, ce sont simplement des pas qui peuvent être effectués. Et au bout du compte, ce qui importe, c'est de dire que ces avancées, ces progrès sociétaux, ne sont imposés à personne. Ce sont simplement des droits ouverts à certains. Il est clair que ceux qui ne veulent pas de procréation médicalement assistée, que tous les couples qui ne veulent que les conditions dites naturelles de procréation, eh bien cela n'y recourt pas. Prenez l'exemple de la Bible. Dans la Bible, la plupart, dans les temps anciens, la plupart des gens faisaient des enfants dans les conditions dites naturelles. Mais il se trouve que Sarah était stérile, ou pendant un certain temps, elle était stérile. Elle a pris sa servante, Agar, elle l'a mise sur ses genoux, et celle-ci a été fécondée par le mari. Ça a été la première femme porteuse, la première mère porteuse. Elle a été reconnue comme la mère et elle est restée auprès de l'enfant. C'est tout à fait différent de la pratique des mères porteuses. Il y a des mères porteuses dans la Bible, il y en a beaucoup dans le monde. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on englobe tout dans un vocable qui peut-être parfois essaye de faire peur en montrant l'aspect commercial des choses. Ce n'est pas du tout obligatoire. Quand on parle, par exemple, de gestation pour autrui, ce sur quoi je ne me prononce pas aujourd'hui, mais qui mérite réflexion, et à mon avis qui va non seulement être débattu pendant les États généraux de la bioéthique, mais qui vraisemblablement sera l'objet, de la part de je ne sais qui, d'une proposition de loi à un moment ou à un autre. Bon, il faut savoir qu'il y a des gestations pour autrui qu'on appelle éthiques, des gestations pour autrui qu'on appelle altruistes. C'est par exemple une sœur qui veut venir en secours à sa sœur stérile et qui lui permet ainsi d'enfanter. Je suis très étonnée, professeur. Attendez, madame, je voudrais juste ajouter quelque chose pour rectifier par le documentaire que vous nous avez montré tout à l'heure, cette femme qui se sent incomplète parce qu'elle n'a pas d'utérus. Il faut que nous soyons loyaux avec elle. Quand la greffe pourra se faire, elle aura une greffe, mais c'est transitoire, juste le temps de la grossesse. Et ensuite, on lui enlèvera, parce qu'on ne va pas lui donner un traitement immunosuppresseur à vie qui aurait des risques éventuels pour sa santé. Donc, on ne va pas corriger son déficit définitivement, on va lui corriger le temps d'une grossesse. Je voudrais... Alors, Véronique Préau, vous aurez la parole après. C'est tout à fait exact, mais cette précision est très importante parce qu'elle s'applique à toutes les PMA. C'est-à-dire autoriser un tel ou un tel à avoir accès à telle ou telle technique ne veut pas dire qu'avec un bouton, on lui donne un bébé. Il faut rappeler, je ne le sais plus exactement, mais les taux de réussite des PMA, des fécondations in vitro, sont vraiment faibles. Souvent, les couples arrivent, les femmes et les hommes ne sont plus si jeunes, en tout cas, les chefs de service de l'hôpital Cochin, Monsieur Friedman, etc. tous le répètent, mais à partir de 35 ans, la fertilité chute, mais c'est une chute abyssale. Ouais. Donc, et c'est mon rôle à moi, c'est la vision des documentaristes et des gens qui informent. N'oublions pas que nous sommes encore et toujours programmés d'une manière naturelle bien cruelle, qui est que la fertilité des femmes en particulier chute très très rapidement. Autrement dit, ça n'est pas parce que les choses sont acceptées et autorisées que les gens... Ce sont des parcours, je les ai vus ces gens, ce sont des parcours extrêmement difficiles. C'est pas rigolo du tout de se réveiller le matin et de dire à son amoureux, viens, on va faire un bébé, et pour ça on prend la voiture et on va faire la queue dans une salle d'attente. Donc il faut, c'est mon rôle, expliquer aux gens exactement en quoi ça consiste. Ce sont des parcours souvent sans succès, hein, et vous parlez de cette jeune femme qui est dans le documentaire. Des nouvelles récentes que j'ai eues d'elle m'amènent à penser qu'elle n'arrivera pas à rentrer facilement dans les protocoles parce que son utérus lui a été enlevé. Ça n'est pas un manque dès le départ, donc techniquement c'est plus difficile pour mettre en place cette greffe. Donc vous voyez qu'il faut bien garder ça en tête. Ce sont des techniques qui existent, mais qui sont encore, et pour longtemps encore, très très
difficile à vivre et difficile à réussir. J'avais noté ce chiffre en France, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Jean-Louis Touraine, près de 50 000 enfants naissent grâce aux techniques, à toutes les techniques de procréation médicalement chaque année. Assistées chaque année. C'est intéressant parce que ça représente 2 enfants par classe. Ouais. Il y avait eu ce petit sur calcul. environ 800 000 naissances, donc il faut ça, donner Voilà. Ça contextualise. Voilà. Vous souhaitiez ajouter quelque chose Oui, et ensuite je vous donne la parole. Du propos du professeur Touraine, parce que vous dites il n'y a pas, donc il y a eu les débuts de la procréation médicalement assistée. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que on fait aussi des diagnostics préimplantatoires. Et puis vous avez dit un peu plus tard, il n'y a pas de question éthique. Mais alors pourquoi le CCNE, pourquoi le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, a-t-il travaillé sur chacune de ces questions? Il y a beaucoup de questions. Précisément, etc., etc. Par ailleurs, vous disiez... D'ailleurs, la bioéthique même se définit par ça. La bioéthique se définit par toutes les questions qui se posent à partir du moment où il y a un nouveau progrès médical ou scientifique. Donc, par définition, tout progrès entraîne une question bioéthique. Par ailleurs, vous évoquiez aussi effectivement le fait que plus de la moitié en fait des enfants naissent hors mariage aujourd'hui. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans l'autre sens, 75% des enfants en France vivent avec leur père et mère. Et ces naissances hors mariage, dans l'immense majorité des cas, conduisent ensuite à un mariage. Donc il faut pondérer, parce que le sujet, sur un plan démographique, est plus complexe que ça. Et à cet égard-là, l'INED fournit des chiffres très très intéressants. C'est quand même 75% qui vivent avec leur père et mère qui ont cette chance-là. Oui, moi je voulais revenir juste sur la greffe d'utérus versus la gestation pour autrui. Parce que ce sont 2 solutions au mal dont souffrent ces femmes qui sont privées d'utérus, soit depuis le début, soit parce qu'elles l'ont perdu. La GPA aujourd'hui est prohibée et n'est pas possible. On nous parle maintenant de greffe d'utérus, mais moi, dans le documentaire que j'ai regardé, il a été dit que c'était très compliqué, que c'était une opération très délicate, que sur une donneuse vivante, il y avait 18 heures pour le transfert de l'utérus, il y avait 18 heures d'opération. Ça me semble énorme comme risque, sans compter les risques de rejet, la prise de médicaments immunosuppresseurs, tous ces détails me font penser... Est-ce qu'on n'aurait pas dit la même chose pour les greffes de cœur, les greffes de rein, toutes les greffes qu'on a réussi à réaliser aujourd'hui, il y a quelques années? Ça permet de survivre. Laissez-moi finir mon idée, c'est que tout ceci me fait penser que la gestation pour autrui fait courir beaucoup moins de risques, même si une grossesse c'est toujours quelque chose qui peut être un peu à risque, mais par rapport à la greffe d'utérus, il me semble que la gestation pour autrui est quand même infiniment plus simple et même peut avoir un caractère généreux et altruiste, comme vous l'avez dit, Monsieur Touraine. Donc l'un On va écouter, alors attendez, je vous propose d'écouter le docteur Friedman, vous l'avez rencontré, c'est lui qui donnait naissance au premier bébé in vitro en France, 1982. On l'écoute à propos de la GPA, justement. C'est quand même intéressant, à un moment où s'est développée, je dirais, la gestation pour autrui, qui est une alternative que personnellement je ne suis pas, parce que je trouve que c'est une exploitation de la femme pour des objectifs certes louables, mais qui, je dirais, l'amène à une certaine forme d'aliénation, de financement de son corps, de location de son corps. Donc c'est vrai que cette explosion de la gestation pour autrui trouve une réponse, en tous les cas théorique, dans la greffe d'utérus, que je trouve plus dans le cadre d'une réponse médicale. René Friedman, qu'avez-vous envie de répondre à ce qu'a dit Martine Gross à l'instant, Jean-Louis Touraine, sur la GPA? Mais je pense qu'elle a tout à fait raison. Je crois que dans l'avenir, il y aura des indications pour l'une ou l'autre des techniques. Et ce serait déraisonnable de dire une des méthodes va supplanter totalement l'autre. Vous avez entendu ce qu'a dit René Friedman, oui. C'est réticent, c'est réserve sur la question. Tout à fait. Là-dessus, je pense qu'il faut respecter les idées des uns et des autres. C'est, je crois, ce vers quoi nous nous acheminons, c'est de laisser une palette de choix à nos concitoyens. Chacun pourra alors opter pour sa solution. Mais personne n'imposera aux autres. Vous l'avez vu, les sondages le montrent, la majorité des Français veulent évoluer, veulent avancer. La PMA et même dans le sondage IFOP paru dans la Croix, même pour la GPA. La majorité le souhaite. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter. Je dis simplement que il faut petit à petit offrir une possibilité d'accès à ceux pour qui c'est raisonnable. Or, la GPA, c'est une forme de PMA. Aujourd'hui, oui, c'est exactement. Mais aujourd'hui, ce qui est tout à fait inacceptable, c'est que les femmes, quelquefois d'ailleurs,
conseillés par des médecins français, font des PMA dans tel ou tel, des GPA dans tel ou tel pays, qu'elles reviennent en France, que leur enfant n'ait pas tous les droits des enfants, que leur conjoint n'a pas tous les droits des parents, est quelque chose qu'on ne peut pas accepter durablement. Donc il faut corriger cela. Ensuite, faut-il faire en France ceci ou cela? Quel droit n'ont-ils pas, professeur? Quel droit ont-ils en moins par rapport aux parents, ces enfants? Eh bien, lisez la tribune que Madame a co-signée, elle vous expliquera. La nationalité française est acquise par l'article 21-12 du Code civil, pas par la circulaire Taubira, par l'article 21-12 du Code civil qui dit qu'un enfant élevé sur le sol français par des Français peut acquérir la nationalité. Mais l'autre parent n'est pas considéré comme son père. Le père peut maintenant être inscrit à l'état civil. Et pas la mère d'intention, ni le deuxième père, ce qui fait qu'en cas de décès du seul parent statutaire, du seul parent, l'enfant se retrouve sans aucun parent. L'enfant, pardonnez-moi, aujourd'hui, d'après une décision de la Cour de cassation, l'autre conjoint, qui lui n'a pas donné la vie à l'enfant, et la filiation ça a un sens, notamment le fait de donner la vie, mais pas seulement. Mais la paternité aussi a un sens. Absolument, on est bien d'accord. La paternité a un sens, et donc l'autre conjoint, qu'il soit homme ou femme, peut aujourd'hui, d'après la Cour de cassation, adopter l'enfant. Il semble que ce soit, donc la mère porteuse, celle qui a mis au monde l'enfant, est inscrite selon le pays d'origine où ça s'est passé, à vrai dire, mais peut-être inscrite et conservée comme la mère, on ne la fait pas disparaître. Le père est inscrit et le conjoint adopte. C'est assez le reflet de la réalité de la pratique des mères porteuses. Mais à propos de la pratique des mères porteuses, pardonnez-moi, il y a quand même quelque chose dont on n'a pas parlé à l'instant, c'est le fait d'attendre un enfant, qui est quand même un événement immense dans une vie, qui ne concerne pas seulement l'utérus ou le ventre, mais toute la femme, y compris son psychisme. Et là, on dit, et puis on sait que ce sont toujours des femmes pauvres et vulnérables, il faut regarder les choses en face. Non, pas toujours, ce n'est pas aux États-Unis comme ailleurs. Et d'ailleurs, sur l'encadrement de la GPA, je vous invite à regarder. Ni aux États-Unis, ni au Canada, elles ne vivent dans la misère. J'ai pas dit dans la misère. Des femmes vulnérables. En tout cas, on instrumentalise une femme réduite à sa fonction reproductive. Et je suis stupéfaite que certaines féministes, mais pas toutes, loin s'en faut, puissent accepter cette aliénation de la femme. Et donc, je vous invite à regarder. Vous savez pourquoi? Parce que ces féministes-là disent que les femmes ont le droit de disposer de leur corps. Exactement. Et ces féministes. Je vous invite à regarder le documentaire GPA avec les meilleures intentions. C'est un pays qui a encadré, c'est une enquête. Mais, pardonne-moi, la prostitution, on a voulu l'encadrer à une époque, on a créé les bordels, on a pensé que c'était mieux, qu'on allait pouvoir de manière intéressante osé de comparer. C'est une comparaison. C'est une autre forme d'aliénation et d'exploitation de la femme, pardonnez-moi. Et ensuite, il y a quelques années en France, on a supprimé et complètement interdit la prostitution parce que cet encadrement que certains revendiquent ne résolvait pas la question. Vous croyez qu'elle est interdite? Vous croyez qu'elle est interdite? Même si des femmes, relisez bien la loi. Même si des femmes se disent volontaires, on sait bien que dans l'exploitation, il y a toujours des personnes pour se dire volontaires qui sont néanmoins exploitées. Bon, Jean-Louis Tourette, je voulais simplement préciser une chose. Vous avez fait référence à une tribune que vous avez signée, publiée dans le quotidien Le Monde, c'était le 18 janvier dernier, intitulée « On ne peut plus ignorer les enfants nés de la GPA ». Vous demandez l'ouverture d'un débat en réalité sur le sujet, et vous la signez notamment avec une autre sociologue renommée, Irène Théry, mais aussi Pierre-Rosan Vallon, Elisabeth Badinter, et puis une autre tribune vous a répondu en quelque sorte le lendemain, le 19 janvier, dans le quotidien Le Monde, qui s'intitule, elle, « Non au marché de la personne humaine », signée par Sylviane Agazinski et René Friedman, qu'on a vu dans votre documentaire. Que ces enfants, qui dit, comme Manuel Valls, que ces enfants, que le problème, on met le curseur sur les papiers, l'administratif, qui en réalité est réglé. Le vrai problème, il faut remettre l'enjeu sur le lien mère-enfant, sur la maternité, sur la femme et sur l'enfant. C'est ça la vraie question. Véronique Préau, en tout cas, moi ce que j'observe, c'est que vous n'avez pas traité du problème de la GPA dans ce documentaire, qui est une forme de PMA, justement. Expliquez-nous pourquoi. Eh ben, mes petites, les jeunes femmes qui ont témoigné n'étaient pas tournées vers la GPA. Elles n'avaient pas envie de faire de GPA. Ça les dérangeait de faire une GPA. Et donc ça arrive que des gens qui aient ce problème, n'aient pas envie de se tourner vers la GPA. C'est exactement ce que vous dites. La question c'est d'avoir une offre, que les gens soient pas acculés à faire ceci ou cela, qu'ils aient la possibilité de faire que d'autres techniques s'offrent à eux. Encore une fois, ce qui m'a intéressé moi, c'est le vertige que suscite. Vous n'aviez pas un problème éthique avec la GPA?
La commercialisation du ventre des femmes, par exemple, élément souvent mis en avant pour être contre la GPA. Les jeunes femmes n'envisageaient même pas ça pour elles. Elles ne se projetaient pas dans ce parcours de mère. La seule chose que je voulais dire par rapport à cette histoire de lien mère-enfant, parce qu'évidemment c'est cette question qui m'a été renvoyée beaucoup, il me semble qu'on a été déjà beaucoup amené à évoluer la société là-dessus avec l'adoption, et il faut écouter ces parcours de mère. Il faut écouter ces parcours d'enfants. Le lien mère-fille est possible sans passer par le ventre. Voilà. Comparons avec... Non, mais attendez, je vous laisse la parole. On va donner la parole. Voilà. Des situations. Je crois qu'il y a un point. Il y a un point sur le. Voilà, il nous reste 2 minutes. Je vous le dis. Alors, ça va être très court. Il y a un point sur lequel on est tous d'accord, ceux qui veulent encadrer la GPA et ceux qui ne veulent pas l'encadrer, c'est qu'on veut lutter contre l'exploitation de la misère des femmes. On veut lutter contre la marchandisation. On veut lutter contre la commercialisation. C'est effectivement la principale réserve qui est faite sur le sujet. Tout le monde. Voilà, on fait cette réserve, mais y compris lorsqu'on est favorable à l'encadrement légal de la GPA, comme je le suis moi-même, tout simplement parce que, prenez le cas de l'adoption. Avant la Convention de La Haye, il y avait des trafics d'enfants. Je pense qu'il en existe encore, mais ils ont largement diminué depuis qu'il y a une convention internationale qui a encadré de manière internationale l'adoption. Il en va de même avec le don d'organes. C'est encadré, peut-être pas internationalement, mais on a des lois qui interdisent finalement, qui encadrent le don d'organes. Il est important que la GPA soit encadrée justement pour éviter la marchandisation. Vous en acceptez le principe, une femme qui se propose, j'accepte tout à fait, parce qu'il est utilisé, est employé pour obtenir un emploi. Non, il y a des femmes qui sont autonomes et qui savent exactement ce qu'elles font quand elles souhaitent. Elles sont tout à fait pertinentes. Alors attendez, il vous reste 15 secondes. On laisse le mot de la fin à Jean-Louis Touraine. Elle est très pertinente. Tout le monde est contre le trafic d'organes. Mais qu'un frère donne son rein à son frère malade, on est tous d'accord. Eh bien, de la même façon, on peut réfléchir à des procréations médicalement assistées d'un type ou d'un autre par des altruistes qui le font de façon bénévole sans qu'il y ait de commercialisation. Merci, vraiment merci. On est obligé de mettre un terme à ce débat. Merci vraiment à tous les quatre. Merci à vous tout particulièrement, Véronique Préaux, pour aussi ce documentaire, puisque nous nous interrogions ce soir sur la base de ce film sur les limites à fixer en matière de PMA, de procréation médicalement assistée. Vous pouvez bien entendu réagir à cette émission sur #DDS sur Twitter. Rendez-vous à tous et à tous pour un prochain Droit de suite, avec bien sûr son documentaire et son débat. À bientôt. Quand c'est gratuit, tout le monde...